Miroir, c'est qui la plus belle? Et toi qui m'écoutes, que répond ton miroir à cet instant précis? Est-ce que ce miroir te rassure ou te condamne? Est-ce qu'il te révèle ou t'efface? La réponse t'échappe? Tu n'es pas seul, parce qu'on a tout un jour laissé d'autres parler à notre place. Parce qu'un corps formaté n'est pas une identité, parce qu'un corps volé n'est pas une fatalité, parce qu'un corps repris est une révolution. Aujourd'hui, on va briser ce miroir, chapitre après chapitre, histoire après histoire. Alors, es-tu prête à regarder ton reflet autrement? Bienvenue dans Cible la femme, le podcast qui révèle les attaques, les clichés et les violences dont les femmes sont la cible, mais aussi leur force, leur résilience et leur combat pour la liberté. Je suis Ingrid et aujourd'hui dans cet épisode 2, intitulé « Le corps des femmes sous contrôle », nous allons explorer un territoire convoité, jugé, parfois volé, le corps féminin. Qui en détient réellement la maîtrise? La société? Les regards? Ou celle qui le porte? Tout du long, nous serons accompagnés par des extraits du témoignage de Géraldine, qui fait partie de ces femmes dont le corps est devenu un champ de bataille, mais qui ont appris à l'aimer, malgré tout, et à l'assumer. Installez-vous, ouvrez grand vos oreilles, et ensemble, brisons ce silence. Le corps d'une femme, avant même qu'il ne parle, il est regardé. Avant même qu'il ne s'exprime, il est jugé. Dès la naissance, il devient une image à modeler, à formater, à posséder. Depuis toujours, le corps des femmes est un territoire sur lequel la société impose ses règles. Au regard des normes de morphologie, des tailles de vêtements, etc. Le corps de la femme est commenté, jugé, contrôlé et parfois pillé. Trop grosse, trop maigre, trop sexy, pas assez féminine, trop visible, pas assez discrète, toujours trop, jamais assez. Mais en vrai, qui décide de ce qui est acceptable? Pourquoi les femmes doivent-elles constamment justifier leur apparence? Écoutons Géraldine. La société nous impose une manière d'être et personnellement, j'en ai fait l'objet. J'en ai été, comme je le disais tantôt, une victime et j'ai également été bourreau. Quand j'étais plus jeune, et encore aujourd'hui, j'ai toujours été une personne en surpoids. Alors si je m'arrête à ce que dit l'Organisation mondiale de la santé, je ne suis pas seulement en surpoids, je suis obèse. Et je me rappelle que mon médecin me disait il y a quelques années que j'étais d'ailleurs une super obèse. Alors ça c'est quand tu as un IMC au-delà de 50. Ce qui était mon cas. Quand j'étais plus jeune, c'était beaucoup plus compliqué à vivre que ça ne l'est aujourd'hui en tant qu'adulte parce que j'ai grandi dans un environnement où même si être une femme ronde quand tu vis en Afrique, aujourd'hui je vis en France mais je n'ai pas toujours vécu en France. En Afrique, les femmes rondes ont plutôt le vent en poupe, elles sont courtisées, mais pas forcément pour les mêmes raisons.
pas forcément pour de bonnes raisons. Alors, je ne veux pas parler pour tout le monde, je ne veux parler que de ce que je connais. En tout cas, pour ce qui était de ma part, la première chose qu'il faut dire concernant mon physique, concernant les standards de beauté, concernant la manière dont on vous perçoit et qui vous impacte, c'est que je n'ai jamais été dans les normes en fait concernant le poids. J'ai toujours été hors norme, j'ai toujours fait partie euh, de ces enfants qui étaient trop gros et je me souviens comme ça de plusieurs histoires quand j'étais plus petite, notamment à l'école et en famille. Euh, En famille, je me rappellerai toujours d'un Noël où il fallait chercher un vêtement de Noël. Vous savez, Noël pour les enfants, c'est les nouveaux vêtements, ce sont des jouets. Et on cherchait une robe pour moi et on n'en trouvait pas. J'avais 10 ans. On n'en trouvait pas dans les tailles des 10 ans parce que j'étais plus grande de taille et j'étais grosse également. Et de ce fait, on était allé chez les hommes. Je parle pas de garçons, je parle d'hommes. On était allé chez les hommes et on m'a trouvé un pantalon, je me rappellerai toujours, c'était un jean vert qu'on m'avait pris chez les hommes et c'était ça, ma tenue de Noël. C'était ça, euh, ma belle robe de Noël. C'était un jean acheté chez les hommes avec un t-shirt. Et c'est ça que j'avais porté. Et d'ailleurs, le jean en question, il me serrait les fesses comme pas possible. Il était trop long. C'était juste horrible. Chaque femme porte en elle l'histoire d'un corps, mais toutes ne racontent pas la même bataille. Et toi? Les dictats de la beauté varient d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. La minceur comme idéal absolu ou l'inverse, la peau claire valorisée dans certaines sociétés, la jeunesse glorifiée, la vieillesse cachée, la chirurgie esthétique, la norme. Ils t'ont appris que ton corps devait être fin, lisse, sans défaut, formaté. Ils t'ont répété que si on te regardait, c'était peut-être parce que tu l'avais cherché, volé. Ils t'ont dit qu'aimer ton corps tel qu'il est serait une victoire. Mais pourquoi faut-il se battre pour quelque chose qui t'appartient déjà? Depuis combien de temps la société a-t-elle pris le contrôle de ton reflet? Peux-tu le mesurer? Les miroirs ne reflètent pas toujours la vérité. Parfois, ils ne renvoient que ce que la société veut y voir et nous rendent fragiles, à la merci de la perte d'identité. Écoutons Géraldine encore. Je jouais à l'époque au handball et on était parti en compétition avec mon collège et on avait refusé que je joue parce que le principal de l'autre collège qu'on affrontait avait estimé que j'étais trop grande et que forcément je n'étais pas en sixième, je devais être une quatrième ou troisième qu'ils avaient récupérée pour, euh, pour pouvoir, comment dire, venir soutenir l'équipe. Ils m'avaient appelé en renfort. Et ça m'avait tellement blessée parce que je m'étais entraînée pour jouer et puis j'avais pas pu jouer parce que il avait fallu prouver que j'étais une sixième et que. Finalement, le temps que mon principal apporte la preuve, j'ai dû jouer, je crois, les 10 dernières minutes et c'était assez blessant. C'était blessant pour l'enfant que je suis, c'était blessant dans ma construction d'enfant, dans mon estime de moi-même de savoir que je ne rentrais absolument pas dans les normes, de savoir que je n'étais pas acceptée. Cette petite fille de sixième n'avait pas à vivre cette frustration. Car en vrai, la création humaine, dans sa globalité, ne rentre dans aucun cadre en réalité. Les empreintes digitales uniques pour les millions d'habitants que nous sommes sur Terre ne sont-ils pas révélateurs? À chaque étape de la vie, la société façonne des modèles, souvent inatteignables.
Mais sommes-nous obligés de suivre? J'ai une amie à l'université qui m'avait marqué à vie. Elle avait des yeux, comme on l'appellerait dans la société, globuleux. Mais à chaque fois qu'on lui faisait la remarque, elle réagissait tout de suite en disant « Erreur, je n'ai pas de gros yeux, mais j'ai de grands yeux. » Aujourd'hui, je comprends avec gravité que c'était son cheminement vers la reconquête de sa liberté. Géraldine, pour retrouver la liberté, a trouvé autre chose comme moyen de défense. Écoutons-la. Et il y avait aussi notre conviction à l'intérieur de moi, c'était celle de ne présenter aucun homme à mes parents. Je m'étais dit, si je vais présenter un homme à mes parents, il faut que ce soit mon mari. Je ne veux pas présenter un petit copain, je ne veux pas présenter un dragueur, je veux présenter, vous savez, un homme sérieux, et c'était ça ma conviction. Mais ça inquiétait beaucoup ma famille parce que, venu 18 ans, 19 ans, je n'avais jamais présenté quelqu'un à ma mère. Je ne lui avais jamais parlé de personne. Et ma mère m'a posé la question texto, ma fille, est-ce que tu aimes les garçons? Je lui ai dit non. Bien sûr que si, j'aime les garçons. Elle me dit, bah, non, elle m'avait plutôt demandé, est-ce que tu aimes les filles? Je lui ai dit non, j'aime les garçons. Enfin, je pense que j'aime les garçons. Et donc, elle me dit, parce que je ne t'ai jamais vu avec un garçon, je ne sais pas si tu aimes les garçons. Et il y avait une de mes cousines qui avait laissé entendre que dans la famille, que personne ne s'intéressait à moi parce que j'étais grosse. J'avais 19 ans, j'allais avoir 20 ans. Mais on n'avait jamais entendu parler de personne. Mes cousines à côté avaient des petits copains, des fiancés. Et puis, bah, au mieux, elles avaient un enfant avec un gars qui les avait dragués, puis qui les avait finalement abandonnés avec l'enfant. Mais au moins, on avait la ferme assurance qu'elles aimaient les hommes, que les hommes s'intéressaient à elles, même si ça n'aboutissait pas. On leur pardonnait d'avoir eu des enfants, plutôt d'avoir eu des relations ratées, plutôt que de n'avoir personne du tout. Et dans mon cas, la rumeur était claire que je n'étais pas assez belle, je n'étais pas assez aimable, parce que bah oui, j'étais grosse. Parce que mon physique n'était pas aux normes. Et je vous dis ça, on est dans un pays où les femmes grosses ont la cote. Alors imaginez dans un pays où elles n'ont pas la cote. Et même sous ces cieux où les femmes ont la cote, ce qui se passera pour moi et qui se passe pour plusieurs femmes, c'est qu'on a la cote parce que on représentait, en tout cas pour moi, on représentait une espèce de fantasme des hommes. On représentait les femmes capables de donner du plaisir aux hommes. Et vous verrez des fois quand les hommes se moquent des femmes skinny, qui restent aussi un stigmate, c'est qu'on parlera d'elles en disant qu'est-ce qu'on va toucher au lit en fait. Donc moi, je faisais partie de ces femmes qu'on pouvait toucher au lit. Je faisais partie de ces femmes qui pouvaient donner du plaisir aux hommes, mais qui n'étaient pas présentables, qu'on ne pouvait pas présenter à ses parents, qu'on ne pouvait pas aimer. C'est comme ça que j'ai grandi, c'est comme ça que je me suis construite. Je me suis construite avec l'assurance que je ne pouvais pas être aimée, que je ne pouvais pas être présentée. Mais pas que ça, parce que quand j'étais plus petite aussi, l'une des choses qu'on me faisait ressentir, c'est que je n'étais pas assez. Et quand j'étais petite, vous savez, tous les films avec les acteurs, avec une grande corpulence, vous pouvez être sûr que dès que le film avait été vu par mes camarades de classe, je porterais son nom. Big Mama, pour ceux qui ont déjà vu le film, j'ai porté le nom de Big Mama. Professeur Foldink, j'ai porté le nom de Professeur Foldink. Tout humoriste, tout acteur qui avait un rôle dans un film de gros, j'allais porter son nom, homme ou femme. Et je me rappelle quand je devais avoir l'âge de 14 ans à peu près, je me suis dit, bah, je ne laisserai plus personne se moquer de moi. Ce que je faisais,
c'est que je me moquais si fort de moi que personne n'avait plus l'envie de se moquer de moi. Je me moquais moi-même suffisamment de moi. C'est-à-dire que quand il parlait de moi en tant que grosse, même moi, je me dénigrais. Et je veux faire un stop ici pour dire à une personne qui est dans ce schéma à cause de son poids, à cause de son corps, à cause de toutes les paroles qu'elle peut recevoir sur son corps, sur son physique. Ce n'est pas parce que les autres le font que tu dois le faire. Ce n'est pas parce que les autres l'ont dit que tu dois l'approuver. J'avais approuvé ce discours et je l'avais moi-même propagé. J'avais accepté que j'étais grosse, j'avais accepté que je n'étais pas digne d'être aimée, j'avais accepté que je ne pouvais pas plaire à un homme, j'avais accepté que je ne pouvais plaire à personne de toute façon. Et j'étais moi-même la personne qui me dénigrait en premier. Je le faisais parce que j'avais remarqué que lorsque je le faisais, mes camarades ne trouvaient plus aucun intérêt à le faire. C'était moins drôle pour eux. Lorsque j'étais en train de leur dire « Ah bah oui, franchement, je suis trop grosse. Oh bah oui, franchement, trop moche. Oh oui », ils ne voyaient plus aucun intérêt à le faire et ça me donnait la paix. Mais pour les plus récalcitrants d'entre eux, qui continuaient, j'avais une autre parade. Et ça va façonner une deuxième personnalité, une deuxième facette de ma personnalité à ce moment-là. La moquerie. Et je vous disais tantôt que j'ai moi-même été bourreau. J'avais un camarade, je me rappelle, qui m'appelait Big Mama. Et à chaque fois qu'il disait Big Mama, je l'appelais Small Papa. Effectivement, il était très mince. Big Mama, Small Papa. Big Mama, Small Papa. Big Mama, Small Papa. Ça partait ainsi en moquerie tous les jours. Il se moquait de moi, je me moquais de lui. Et c'est comme ça que j'ai appris à me moquer des autres. Parce que c'était le moyen que j'avais trouvé de me défendre. Et je ne me suis pas arrêtée à ceux qui se moquaient de moi. J'ai continué avec ceux qui ne se moquaient pas de moi. J'ai appris à me moquer du physique des autres. J'ai appris à me moquer des personnes infirmes. J'ai appris à me moquer des personnes qui étaient différentes. J'ai appris à me moquer des albinos. J'ai appris à me moquer des minces. J'ai appris à me moquer des gros. J'ai appris à avoir des remarques désobligeantes sur les gens, sur leur physique, sur leur manière de s'habiller. De leur dire, ben non, n'est pas stylé, non, s'habille pas très bien, non, 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 non. D'avoir des remarques sur le physique des autres parce que c'était un moyen de me défendre. Alors ça ne justifie pas tout, mais c'est comme ça qu'a été façonnée la personne qui se moque des autres, a été façonnée la personne qui se donne le droit de donner son avis sur les autres. Parce que c'était comme ça que j'ai été traitée. Alors je me suis dit, bah si on peut le faire, on va tous le faire. Et ça a marché. Pour toutes les personnes dont je me suis moquée et qui se sont moquées de moi, on est devenus très potes. On est devenus très très potes. Mais je fais un stop pour dire que ça a quand même façonné en moi un caractère moqueur. Est-ce que j'en étais fière? À l'époque, oui. Parce que ça a fait en sorte que j'ai de plus en plus d'amis. Parce que je pouvais être la personne rigolote du groupe. Parce que je pouvais être la personne qui pouvait, mais vraiment, vraiment te mettre à terre avec les insultes. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, en grandissant, ça me plaisait moins? Oui, ça me plaisait moins. Il fallait à ce moment-là grandir. Il fallait à ce moment-là changer. Et dites-vous que quand vous avez été dans une façon de faire pendant longtemps, c'est tellement difficile. Mais il arrive à un moment où vous savez que ce n'est pas correct. Vous savez que c'est blessant. Vous savez que autant vous avez été blessé, autant vous avez blessé. Alors le corps d'une personne, c'est ce qu'il est. Ça fait partie de son identité. Ce n'est pas toute son identité, mais ça fait partie de son identité. Les paroles qu'on peut lui donner, les paroles qu'on peut lui dire au quotidien vont orienter ses choix. Dans mon cas, ce que j'ai dit, ce que j'ai reçu comme parole a orienté mon choix. Ça a orienté mes choix de vie. Ça m'a donné la conviction en moi que je n'étais pas digne d'être aimée d'un homme. Et je me rappelle que je ne me sentais tellement pas digne que dans aucune relation que j'ai pu avoir avec aucun homme et même des relations amicales, je ne savais pas recevoir de l'amour. Je ne savais pas aimer et je ne savais pas accepter d'être aimée. Voilà ce qu'a causé en moi tous ces mots, toutes ces paroles blessantes au sujet de mon physique, toutes ces paroles
d'injures, de ces moqueries au sujet de mon corps qui était hors norme. Quand le corps est formaté, il devient vulnérable, une proie. Et ces prisons alors nous transforment et altèrent même nos caractères. On se retrouve soi-même être le prédateur, être l'harceleur, l'agresseur. La violence devient une forme de prison invisible dont on ne peut se défaire parce qu'on a besoin de se protéger. Passons maintenant à un autre sujet qui touche le corps de la femme. Ce corps qui n'est pas juste une image, mais qui devient un territoire envahi. Même dans son foyer, on peut ne pas être à l'abri. Son corps peut être jeté en pâture à d'autres hommes pour le plaisir du mari. Une fille n'est pas toujours protégée de son papa ou de son ami ou de son frère. Tu es là, en train d'écouter. Ce corps que l'on traque, ce corps que l'on commente, ce corps que l'on touche sans autorisation. Combien de fois as-tu baissé les yeux pour éviter d'attirer l'attention? Combien de fois tu t'es tu? Tu as juste exécuté. Peut-être qu'on t'a appris que ton corps était une invitation, même quand tu ne l'avais pas ouverte. As-tu déjà changé de chemin juste pour éviter des regards? As-tu déjà serré tes clés dans ta main comme si c'était une arme? Alors, à toutes celles qui ont perdu leur corps, à toutes celles qui ont caché leur forme, à toutes celles qui se sont tues, ce silence est pour vous. Réfléchissons. Quand le corps devient un objet, quand il n'est plus qu'un espace à contrôler, comment apprendre à se réapproprier sa propre peau? Comment se rebeller contre ses dictats? Et si le premier acte de rébellion était simplement d'aimer ce corps tel qu'il est? Écoutons Géraldine. Et puis il arrive un moment où j'ai envie de changer. Je n'ai pas juste envie de changer physiquement, j'ai envie de changer aussi mon caractère parce que je trouve que je suis trop moqueuse, que je suis injurieuse, mais que je trouve aussi que je ne sais pas comment recevoir de l'amour, que je n'ai pas forcément envie d'être une femme qui va accepter n'importe quel type de relation d'un homme parce que je pense que je ne suis pas digne d'être aimée. Et le premier travail que je fais, parce que je suis chrétienne et que je suis enfant de Dieu, c'est de m'en remettre à Dieu. Et à ce moment-là commence un gros travail de restauration à l'intérieur de moi. Mais l'autre chose que je vais devoir faire aussi, c'est de me pencher réellement sur mon physique. Je m'étais toujours dit qu'au moment où je voudrais perdre du poids, je voudrais que ce soit réellement pour moi. Je ne voulais pas que ce soit quelque chose que je ferais parce que la société n'accepte pas que mon corps est comme ça, que mon corps est comme ci.
Mais je voulais faire quelque chose qui allait avoir du sens pour moi. Et je me souviens en 2019, j'allais échanger avec une amie qui, on allait discuter de mon poids. J'avais atteint mon plus haut poids, j'étais à 150 kilos. À ce moment-là, c'était impossible pour moi de me regarder dans la glace. Je me détestais tellement. Je ne me trouvais ni belle, ni attirante, ni jolie, ni intelligente, ni quoi que ce soit d'ailleurs. J'avais tout à fait perdu confiance en moi parce que mon corps ne reflétait pas euh, ce que je voulais, ce que j'étais au fond de moi. J'avais l'impression d'être prisonnière dans le corps d'une autre. J'avais l'impression d'avoir tellement accepté euh, la fatalité au sujet de mon corps à cause de ce que j'avais subi, à cause de ce que j'avais enduré et ce que j'avais moi-même fait à mon corps parce qu'au final, j'étais aussi responsable. Peut-être que à 10 ans, je n'étais pas responsable, mais à 30 ans, je suis responsable de mon corps et à un moment donné, j'ai voulu faire quelque chose. Alors, je suis allée voir un médecin et quand j'ai eu la discussion avec cette amie, je me suis dit, je pense que c'est le déclic dont j'avais besoin. C'était une discussion très dure et pour m'encourager, elle m'avait dit, je vais t'accompagner voir le médecin. Le jour du rendez-vous, elle n'a pas pu venir et je me suis dit, si elle vient pas et que j'y vais quand même, alors je saurais que c'est le moment pour moi. Ça faisait 2 ans et demi que je traînais en moi l'idée de me faire opérer, de faire une sleeve, de faire une opération bariatrique en vue de perdre du poids. Et je peinais à passer à passer le cap. Et puis finalement, je le fais. Finalement, je passe le cap. Au travers de ça, je vis une expérience très difficile. Je tombe très malade, j'ai une infection et pendant des mois, je suis à l'hôpital. Euh, le médecin me dira que si on n'avait pas détecté mon infection à quelques jours, j'aurais perdu la vie, etc., etc., plein de choses. Mais c'était mon déclic. Quand je sors de là, je me vois perdre du poids, je me vois être une autre personne et je reprends de plus en plus confiance en moi. Mais au fond de moi, je me dis, le problème, il ne vient pas que de ton corps. Le problème, c'est tout ce que tu as accepté au sujet de ton corps. Le problème, c'est toutes les opportunités professionnelles que tu as refusées parce que tu pensais que ton corps n'était pas à la bonne place. Le problème, c'est que tu as accepté ces injures, que tu les as nourries, que tu les as validées au travers d'expériences douloureuses, au travers de paroles que toi-même tu t'es dites et qu'aujourd'hui, tu es totalement perdu. Qui commence. Bien sûr que euh, les gens ont le droit d'avoir leur, leur critères de beauté. Ils ont tout à fait le droit, on ne peut pas le leur dire. Mais ce que j'ai envie de dire ici, c'est qu'on en a assez en fait. Je veux parler pour moi. Je veux parler pour celles qui se sentent mal dans leur peau, parce que là, j'ai parlé de mon cas parce que je fais partie de celles qui sont roses. Mais il n'y a pas que ça. Il y a celles qui sont minces et qui sont également raillées sur leur minceur. Il y a celles qui sont petites de taille et qui sont également raillées sur le fait qu'elles sont petites de taille, qui sont très grandes et qui ont toute forme de surnom à l'école, qu'on met au dernier, les grands derrière. Toi, tu peux pas porter de talons. Toute forme de stigmate qu'on va leur dire. Aujourd'hui, une femme, son corps ne lui appartient tellement pas au niveau de la société. Tu as eu des enfants, tu en as eu 4, et on te dit, ouais, non, mais tu as eu 4 enfants, faut pas te négliger quand même. Tu t'habilles trop mal. Tu as eu un enfant, une femme de 4 enfants va te dire, regarde, toi, tu as juste eu un enfant. Tu as déjà pris 30 kilos et quand on aura 4, qu'est-ce que tu vas dire? En fait, tout le monde se sent le droit de pouvoir donner son avis sur ton corps. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire à une personne, à ceux qui nous écoutent, nous en avons assez. Personnellement, j'en ai assez.
Ici comme moi, tu en as assez. Disons-nous que nous voulons être plus que des chiffres. On voudrait être plus qu'un 36, un 56, un 48. Être plus qu'une femme ronde, une femme mince, une femme grande. Être plus que un corps. Être plus qu'un objet sexuel. Je ne sais pas pour toi, mais je ne trouve absolument pas séduisant que d'être l'objet de fantasme de tous les hommes. Peut-être de ton mari, mais de pas tous les hommes. Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais la paroisse pour laquelle je prêche veut dire qu'elle en a assez. Elle en a assez de ne pas être entendue pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'on voit. La paroisse pour laquelle je prêche, j'ai envie de dire que on en a assez en fait d'être restreint à notre physique en fait. On est des cerveaux, on a des rêves, on aimerait avoir le choix. Je suis une femme dont l'expérience de vie est riche. Elle a été peut-être douloureuse, mais elle a permis et elle a contribué à façonner la femme que je suis, à façonner mon histoire, à pouvoir aujourd'hui vous raconter mon histoire. Et je suis sûre que toi aussi tu as une histoire à raconter. Pour être celle que tu dois être, tu n'as pas besoin de la validation des autres. Et tu n'as pas besoin de dénigrer les autres. Tu n'as pas besoin de rejeter les autres ou de te rejeter. Je me souviens, à l'époque, j'habitais avec une amie et elle me disait tout le temps qu'elle voulait être mince, elle voulait perdre du poids. Mais comme selon moi, elle était déjà mince, je n'avais pas pris à cœur sa souffrance. Et je trouvais qu'elle se plaignait. Et ça, c'est un mauvais schéma. De pouvoir négliger la souffrance des autres parce qu'on estime que notre souffrance est plus grande, qu'elle est plus valide que la sienne. Qui décide cela? Qui décide que parce que moi je suis grosse, qu'elle est mince, elle n'a pas le droit d'être pas bien dans son corps? Qui décide de cela? Qui es-tu? Qui veux-tu être? Ce sont les questions auxquelles j'ai dû répondre. Et aujourd'hui, je peux le dire sans rougir. Je suis une femme belle avec ses complexes totalement assumés. Je suis une femme belle qui de temps en temps se remet en question, qui de temps en temps manque de confiance en elle, mais la plupart du temps est très confiante. La plupart du temps est remplie d'assurance. La plupart du temps, c'est ce qu'elle vaut. La plupart du temps, c'est ce qu'elle veut. La plupart du temps, c'est ce qu'elle a à donner. La plupart du temps, c'est ce qu'elle aimerait donner. Je suis une femme qui ne fait pas juste 100 et quelques kilos sur la balance. Je suis une femme capable de produire. Je suis une femme capable de donner. Je suis une femme capable d'aimer. Je suis plus qu'un 46. Je suis Géraldine. Voilà, il y a des femmes qui se lèvent, des voix qui se lèvent et qui témoignent. Et au milieu de cette lutte, qui nous rappelle que le corps féminin n'est pas une marchandise, mais une œuvre précieuse, une créature si merveilleuse aux yeux de Dieu, malgré les morphologies différentes et les tailles différentes. Nous sommes toutes belles telles qu'on est. Le chemin de la réconciliation avec son corps ne commence pas devant le miroir, mais dans le regard que l'on porte sur soi-même. Et toi qui écoutes, quand est-ce que tu reprendras ton corps? Surtout pas en le transformant, mais en le réconciliant. Tu es plus forte que tout ce que l'on a dit de toi. Tu es plus que ton poids, plus que tes cicatrices, visibles ou pas. À toutes celles qui écoutent, ce corps que tu portes, c'est ta maison. Ce corps que tu caches, c'est ton histoire. Aime-le, parce que personne ne pourra jamais l'aimer à ta place. Et personne ne pourra jamais te le voler. Alors,
dis-moi. Regarde à nouveau ton miroir. Que répond-il à présent à ton sujet? Si cet épisode vous a touché ou questionné, abonnez-vous, partagez ce podcast et surtout parlez-en autour de vous, car la parole est la première arme du changement. Rendez-vous demain pour parler d'un autre fléau, les violences visibles et invisibles, celles qui laissent les bleus et celles plus silencieuses, parce qu'aucune femme ne devrait avoir peur d'exister.